Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voie des Gémeaux cœur, le podcast où le sort vous est favorable. Redécouvrez avec nous l'univers Hunger Games, chapitre par chapitre. Bonjour tout le monde, nous voilà déjà rendus à l'épisode 4, c'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Je m'appelle Amandine et comme toujours je suis accompagnée par May. Bonjour. Claire. Coucou. Et Arwen. Bonjour. Comment ça va les filles ? Ça va bien. Ça va bien et toi ? Ça va, très bien. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes ? Mais oui, bien sûr. Alors c'est juste une petite blague parce qu'en fait à l'heure où on enregistre on est le 15 novembre mais à l'heure où vous nous écoutez on est déjà en 2026 donc bonne année à vous, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Bonne année. Et on va continuer dans une ambiance festive, c'est parti. Si à l'heure où vous nous écoutez, vous êtes dans un train, c'est possible au retour des fêtes, sachez que vous êtes tout à fait dans le thème de l'épisode, même si j'imagine que le vôtre n'est pas lancé à 400 km/h entre les Appalaches et les Rocheuses, mais c'est déjà un bon début. Dans le chapitre précédent, après les adieux à la famille et aux amis, Katniss et Peeta sont montés dans le train qui va les amener vers la mort, vers l'arène. Ils ont mangé de manière tout à fait civilisée, ou presque, avec Effie, et ont regardé un résumé des moissons avant que Haymitch fasse une entrée à son image, complètement bourré, vomissant et tombant à la renverse dans la flaque. Charmant. Avant de poursuivre le trajet, nous vous rappelons que ce podcast est rempli de spoils sur toute la saga, donc entrez à vos risques et périls, vous êtes prévenus. Dans cet épisode, Claire et Arwen nous résumeront en détail le chapitre et May nous a préparé le portrait d'un personnage surprise qu'on découvrira en fin d'émission. Quant à moi, je mettrai en avant les différences ou ressemblances entre le livre et son adaptation cinématographique. Pour démarrer, j'appelle donc Claire à la barre, à toi de jouer. Alors que Katniss et Peeta observent Haymitch faire son entrée fracassante, Katniss se rend à l'évidence. Haymitch sera leur seul allié une fois dans l'arène. Alors je voulais juste revenir sur un petit commentaire que j'avais préparé pour la fin du dernier chapitre et que j'ai oublié de préciser. C'est une petite différence avec les films parce que là du coup on vient de voir Haymitch vomir partout. Et les films nous ont épargné cette scène, ce qui est assez sympa. Par contre, à la place, ils ont donné des cauchemars aux personnes qui ont la phobie des pieds. Parce qu'ils se battent un peu avec Peeta et Mitch finit avec son pied sur son torse et avec un gros plan dessus. Avec des pieds pas très propres en plus. Voilà. Ils l'amènent tous les deux jusqu'à la salle de bain où Peeta se propose de prendre soin de lui seul. 1 point pour Peeta. Alors, j'ai noté autre chose après quand même. J'ai noté, il pourrait avoir le comportement de s'occuper des malades, c'est un truc de femme, tu t'occupes de lui. Mais non, il se propose d'emblée de gérer la douche d'Haymitch. Nickel. Comment on peut détester Peeta ? L'épisode vient à peine de commencer, on a fait 2 phrases qui sont déjà là. Katniss lui en est grandement reconnaissante, car nettoyer Haymitch est la dernière chose dont elle ait envie. Elle ne peut malgré tout pas s'empêcher d'encore se dire qu'il fait ça par manipulation, afin de s'attirer des faveurs une fois qu'ils seront dans l'arène. Mais on va pas se mentir, il y a quand même peu de chances qu'ils s'en souviennent. Mais non, Katniss, Peeta ne s'occupe pas de Haymitch pour faire bonne impression. C'est juste une personne décente. Alors je sais que t'en as pas beaucoup croisé, mais bon, faut faire un effort quand même à un moment. C'est clair. Du coup, -1 pour Katniss. Vous êtes pas prête parce que je crois que ça continue après encore en plus. Ça s'empire. Non mais sans rire, c'est vrai que j'avais oublié à quel point Katniss met du temps à faire confiance à Haymitch et Peeta. Bon, elle a ses raisons, hein, mais c'est un peu frustrant, quoi.
Bah, elle va mettre tout le livre, hein, quoi. C'est ça. Est-ce qu'elle doute pas encore un peu, même dans le deuxième? Bah, bah, si, si. même dans le 2, ouais, c'est vrai. Amy Mitch, je crois que ça va, mais c'est Pita où elle se dit c'est quand même un peu louche. Puis en plus, avec ce qui arrive à Pita dans le tome 3, elle est toujours en mode est-ce que je peux lui faire confiance? Puis évidemment, comme Pita est super génial, à chaque fois, il lui prouve que oui. Mais C'est ça. Mais c'est pas suffisant. Allez, un nouveau point pour Pita. On donne des points d'avance maintenant. Allez. Elle lui propose d'appeler une personne du Capitole pour l'aider à s'occuper d'Haymitch, mais Pita refuse. Pour Katniss, c'est par refus de côtoyer les membres du Capitole. Mais moi, je suis pas sûre. Enfin, je me dis, c'est peut-être juste parce que lui, il veut être sûr qu'on s'occupe bien d'Haymitch. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il y a peut-être aussi un truc déjà contre le Capitole de la part de Pita. Et du coup, bah, même s'il aime pas Amy, il préfère s'en occuper lui-même que de les laisser entre les mains de l'ennemi, entre guillemets. Même si en vrai, ce serait plus probablement un pauvre petit muet qui se serait occupé de nettoyer Amy, mais bon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ce serait pas un Evox qui s'en serait occupé? Et du coup, je pense que pour le coup, on peut leur faire confiance parce que Ouais, sûrement. c'est leur travail, quoi. Je suis pas sûre que ce soit leur travail de nettoyer le vomi des Mitch. Je suis pas sûre en plus que tous les muets soient fiables, parce que nous, on part du principe que c'est par trahison qu'ils ont été rendus muets, mais ça peut être pour n'importe quelle raison, et C'est vrai. je sais pas. Ouais, moi je les vois plutôt justement parce que c'est un peu des ennemis de Snow et de son régime. Donc c'est pour ça, je me dis que... Non, mais s'ils sont déjà muets, ça veut dire qu'ils ont déjà été pris la main dans le sac, entre guillemets, et que du coup, ils se sont fait punir. Il y aura peut-être quand même un côté qui serait fidèle, entre guillemets, à Snow, juste pour pas avoir de représailles encore. En se disant, on m'a déjà arraché la langue, Ouais. si on me reprend en train d'être un rebelle, je vais morfler. Ou alors ils ont fait une autre dinguerie et qui est pas du tout en lien avec la rébellion. Et quoi qu'il arrive, ils aiment pas les gens des districts, mais ils sont là quand même. Genre, C'est ils possible aussi. ont mangé avec les doigts. Ouais, par exemple. Dans ce cas-là, on leur aurait plutôt coupé la main que la langue. C'est vrai que ça doit pas être pratique pour manger quand même, mais... Soudain, une idée traverse l'esprit de Katniss. Est-ce que Pita serait en fait juste gentil? Cette idée terrifie encore plus. Enfin, cette idée la terrifie encore plus parce qu'elle peut pas se permettre de s'attendrir. Il va falloir qu'elle le tue dans quelques jours, ça va pas le faire. Je sais pas si c'est exactement à ce moment-là dans le livre, mais elle a un long paragraphe comme ça où elle parle de Pita et il y a un changement de comportement dans sa façon de parler de Pita, parce qu'elle commence par le fils, elle l'appelle en premier Pita Mellark, après elle continue donc de parler, et quand elle reparle de lui, elle dit fils du boulanger, et après elle met de la distance, mais un truc de fou, parce qu'elle finit par parler de lui en l'appelant l'autre. Et je trouvais ça vachement intéressant que dans le même paragraphe, on est vraiment, mais le déroulé de ce qu'elle pense, et du coup la modification de sa pensée envers lui, et surtout de la distance qu'elle y met. J'avais pas remarqué du tout. Ouais, moi non plus. Ah, un point pour May. Je me dis qu'on va compter des points tout l'épisode, mais... Elle décide donc de limiter ses contacts au maximum avec lui, et là, sacrilège, elle jette les cookies de son père par la fenêtre. Mais non! Vraiment, elle aurait juste pu les donner à sa petite sœur au début, elle aurait été très heureuse. En plus, ils savent même pas si elles vont avoir assez à manger, vraiment. Bah ouais, c'est ce que je disais l'épisode précédent, quelle ingrate, quoi. Et puis, bon, en vrai, je comprends qu'elle veut pas ajouter à sa dette parce qu'elle se sent déjà hyper redevable. Mais je sais pas, elle aurait pu les redonner à Pita, par exemple, déjà. Ça vient de son père. Donc plutôt que de les jeter. Mais je crois qu'elle veut éviter les contacts. Oui, enfin bon, elle les jette de toute façon, donc qu'elle les jette ce qu'elle a donné, enfin...
Ou les Elle aurait mettre, dû les poser discrètement sur la table du petit-déj. C'est ce que j'allais dire. Ouais, il y Discretos. aurait eu plein de solutions sans avoir à les gâcher, quoi. Elle arrive avec sa petite boîte discretos en regardant à gauche, à droite. Hop là. Ah, des cookies. Qui en veut? J'ai l'impression que c'est plus un truc, un geste impulsif qu'autre chose, quoi, pour le coup. Ouais, c'est ça. Je pense aussi. Puis c'est... Enfin... Peut-être que dans sa tête, il faut pas que quelqu'un d'autre les ait, dans le sens où... c'est pas de bon augure. Enfin, je sais pas trop. En mode, c'était mon cadeau, c'est précieux, mais je les balance quand Ouais, même. pour moi, c'est juste qu'elle se sent coupable. Dans le texte, il est noté que les cookies se répandent dans un bouquet de pissenlits au bord de la voie ferrée. Je sais pas si vous l'avez remarqué, parce que c'est très subtil, mais c'est la fleur qui lui a redonné espoir après que Pita lui ait donné les pains. Oui, très subtil. Oui. Bah oui, c'est pour ça. Quand je l'ai lu, je me suis dit, vraiment. Ouais, non, je pense que c'est mis en valeur, exprès pour qu'on comprenne le lien, quoi. Oui, c'était ironique. Apparemment, il n'y a pas qu'à nous que ça rappelle des souvenirs, car Katniss se replonge également dans les siens. Après avoir trouvé ce pissenlit, elle est partie faire une récolte dans le pré avec Prime, et ce soir-là, elles avaient pu manger leur premier repas décent depuis plusieurs mois. Grâce à un livre de plantes de sa mère, annoté avec soin par son père, elle prend connaissance des plantes comestibles et se décide à passer sous la grille qui borde le long du district. Elle ne va pas très loin, mais récupère malgré tout le petit arc et les flèches fabriquées par son père. Elle tire son premier lapin et le ramène chez elle. Je pense à toi, Arwen. Petit lapin, c'est Pampan. J'étais un peu surprise qu'ils aient caché les armes si proches du pré. Les pacificateurs, ils doivent sûrement savoir que les habitants y braconnent. Et du coup, je suis assez étonnée qu'il n'y ait pas eu des recherches qui soient faites ou que personne n'ait été pris la main dans le sac. Je pense que les armes sont interdites sur le papier, mais que les pacificateurs aiment bien fermer les yeux parce qu'ils sont contents d'avoir de la viande dans leur assiette. C'est possible. On le voit dans le tome 2, quand il y a un changement de pacificateur, c'est plus du tout la même chose. Ouais, c'est plus la même ambiance. Ouais, c'est plus la même ambiance. Hein. Ouais. Et puis même dans le tome sur Snow, je crois qu'il y a tout un truc aussi où les armes sont interdites et où il les cache et tout. Notamment c'est les Covey, je crois, qui cachent des armes et tout. Je crois que c'est Billy Taupe, il me semble pas directement Ouais. les Covey en eux-mêmes, Ah mais oui, c'est lui, un oui. des membres. Oui, c'est en préparation d'un plan précis. Oui, bah avec l'aide de son copain. Ouais. Il n'y a pas de mention d'armes type arc, flèche et tout ça, mais je crois que c'est des armes à feu qu'ils ont volées à un pacificateur. Donc en plus, c'est encore plus... Enfin, il n'y a pas de doute sur l'utilisation, ils vont pas partir à la chasse comme nous, quoi. Enfin, comme nous, pas nous, mais... Sa prise réveille quelque peu sa mère, qui trouve la force de la préparer avant de retourner se coucher. Je trouve que là, on voit quand même que le comportement d'Astéride, c'est pas de la négligence envers ses filles. C'est vraiment, comme on disait dans l'épisode d'avant, c'est de la dépression et elle galère à s'en remettre. Et là, c'est vraiment Katniss qui lui met un peu un coup de pied dans le derrière en ramenant la viande en disant « Ok, là, Katniss, elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'on mange, donc il faut que je me bouge. » Mais par contre, c'est un peu abusé que, comme par hasard, comme par miracle, elle arrive à guérir toute seule, alors que on sait que guérir de la dépression, ça se fait pas juste avec de la volonté, on va dire. Après, c'est pas immédiat parce que je crois que c'est précisé que juste après, elle est retournée se coucher. Ouais. C'est juste un premier pas, quoi. Oui, c'est ça. Mais elle va quand même finir par guérir de ça et c'est un peu facile, quoi. Ouais. Bah, je pense que ça lui donne quand même l'élan, et puis il faut pas oublier aussi que les enfants ont pas grand-chose à manger, mais la mère non plus, et quand t'es en dépression et qu'en plus t'as rien à manger, à mon avis, ça doit pas aider sur la maladie de manière générale. Bah ouais, mais c'est pour ça, elle a rien à part effectivement quelques plantes, quelques décoctions de plantes qu'elle se fait pour essayer d'aller mieux, mais c'est ouf en fait de s'en sortir sans aide médicale, on va dire. Mais je crois qu'en plus, à ce moment-là, elle a même pas ces plantes
pour la Ouais, c'est dépression. peut-être plus tard. Ouais. Je crois qu'elle le dit justement quand elles sont à l'hôtel de ville et elle lui dit oui, si à l'époque j'avais eu mes plantes, ça se serait pas passé comme ça, etc. Donc en plus. Ouais. Moi, je peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour elle, mais bon. Bah puis finalement c'est quand même une sacrée warrior, hein, même si elle a été en dépression. Bah, L'un n'empêche pas bah, l'autre. C'est vrai que, en fait, on sait que pour Katniss, ça a été super dur, du coup, comme période. Mais c'est vrai que ça donne envie de rendre justice à sa mère, quoi, parce que Katniss, elle la juge très, très sévèrement, en oubliant que pour sa mère aussi, en fait, ça a été dur et qu'elle était plus dans son état normal, quoi, et elle pouvait juste rien faire. Ouais, Voilà, c'est ça. c'était pas... Je crois qu'elle C'est s'en bien. rend compte un peu plus loin dans le chapitre. J'avais justement noté ça, qu'à un moment, Katniss se rend compte qu'elle a été un peu trop dure avec sa mère. Ouais. Ouais. Et il faut pas oublier aussi que quand Katniss, elle s'est rendue compte que sa mère s'occupait pas d'elle, etc., c'était aussi une enfant. Donc elle avait aussi enfin, j'ai pas envie de dire une réflexion d'enfant parce que tu peux l'avoir aussi quand t'es adulte. Mais, enfin, Une réflexion moins mature. je pense qu'elle peut pas se rendre compte du fait... Enfin, elle peut pas se rendre compte que c'est entièrement une maladie quand t'es enfant. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais... Enfin, voilà. Enfin, elle a sa vision d'enfant à ce moment-là et même si ça enlève rien à sa douleur, enfin, cette phrase ne va nulle part. C'est pas grave, on a compris. Tant mieux. Dites-nous, vous, auditeurs, si vous avez compris. Finissez J'espère donc parce la que je phrase. suis pas sûre de me souvenir de comment la finir la fois prochaine non plus. Surtout qu'on sera le 3 janvier, alors... Ça va faire long pour me souvenir dans 2 mois. Dans la forêt, les plantes ne sont pas le seul danger. Il y a les ours, les félins, mais surtout des meutes de chiens sauvages qui grouillent et qui la poussent à se réfugier dans les arbres. Katniss nous explique ensuite à quel point la forêt les a aidés à survivre en leur apportant des plantes, des œufs, du gibier et des poissons, mais qu'il fallait être très prudent avec les plantes car en consommer certaines peut être fatal. Et là, on a une belle préparation paiement sur la fin du tome. Donc, préparation paiement pour ceux qui savent pas, c'est quand un indice est placé en début ou milieu de roman et qui ce même arc narratif est réutilisé plus tard à la fin. Et là, on voit on apprend qu'une simple bouchée d'une plante peut être fatale et c'est tout le sujet de la fin des jeux, quoi. En anglais, c'est foreshadowing. C'est aussi... En français, c'est fusil de Tchekhov, non, aussi? Ouais. C'est ça. Oui, pour le Moi, je suis fusil de dégoûtée. Tchekhov, c'était parce que... alors, C'est un objet, surtout. pour ouais. les pièces C'est de surtout théâtre. pour considérer un objet? Oui, Ah. mais ça marche aussi. En fait, c'est pour dire que si un élément est placé, il doit être utilisé plus tard. Et donc, là, avec le fusil de Tchekhov, c'était s'il y a un fusil sur scène, un coup doit être tiré. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Amandine. Il y a aussi le truc de... C'est pour ça que je l'ai noté dans le résumé. Quand il y a des meutes de chiens sauvages, elles montent dans les arbres pour se réfugier. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'arène aussi. Bon, désolée du spoil encore, mais... On a prévenu. On a prévenu, hein. Alors moi, j'ai placé un petit cœur jaune juste après pour dire exactement la même chose. Oh, je suis désolée. Mais non, mais pas que toi. Quand Amandine a commencé sa phrase en parlant des baies et du fait qu'on allait le voir à la fin, j'étais là. Oh non. Donc voilà, ouais, c'était exactement Vous êtes pareil. synchronisés, c'est tout. Quand j'avais vu les 3/4, je me suis dit à tous les coups, on dit la même chose toutes les 3. Alors moi, je me suis imaginé autre chose. Ah. Moi, je me suis posé une question parce que là, on voit Katniss devenir une survivaliste, quoi, hein, quand son père meurt. Et je me suis posé une question. Et si c'était Prime qui était née avant et que Katniss était la petite sœur, est-ce que vous pensez que Prime serait devenue comme ça ? Est-ce qu'elle aurait réussi à faire survivre sa famille ? C'est une bonne question. Est-ce que Prime serait allée avec son père à la chasse déjà? Moi, je pense que oui.
Elle aurait tenté, oui, parce que c'est effectivement la grande sœur, mais vu que Katniss, elle a essayé de l'emmener et que c'était vraiment oh mon Dieu, je veux pas tuer Hannibal, j'imagine que même si elle aurait été la grande sœur, elle aurait eu le même caractère, donc en fait, elle aurait pas pu. Mm. Ben, moi, je me dis peut-être que elle aurait eu le temps d'étudier plus avec son père tout ce qui est plantes. Mm. Donc peut-être qu'elle aurait plus approfondi ce côté-là. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ouais. Je pense qu'il y a une question de conditionnement aussi. Enfin, pour moi, c'est plus la place dans la fratrie qui aurait fait que peut-être elle se serait mise à chasser. Et enfin, ça aurait peut-être pas changé le fait qu'elle a beaucoup d'empathie pour les animaux, etc. Donc peut-être qu'elle aurait chassé différemment, mais je pense qu'elle aurait quand même chassé. Parce que son père aurait quand même appris à la première de la fratrie à chasser, en fait. Mm. Et donc je sais pas. Ouais, elle se serait peut-être plus fait violence que là, en étant la petite sœur. Je pense qu'elle a quand même été un peu protégée en sachant qu'il y Ouais. avait déjà son père et sa sœur qui chassaient. C'était pas une nécessité pour elle d'apprendre à chasser à ce moment-là, en fait. Puis après, du coup, Et- quand son père est décédé, elle était super jeune, Prime. Mm. Je crois, elle avait pas 7 ans, quelque chose comme ça. Elle a 12 ans là au début, vu que c'est sa première année pour la moisson, et Katniss a 16 ans, donc elles ont 4 ans d'écart. Enfin, voilà, je trouvais ça rigolo d'imaginer la situation inverse. Inverse, ouais. Je me demande ce qui se serait passé si ça avait été le cas quand même. Genre toute la suite avec les jeux et tout, je sais pas, je suis pas sûre qu'elle aurait survécu. Ouais, prime dans l'arène, qu'est-ce que ça aurait donné? Si les rôles avaient été inversés ou de manière générale? Ouais. Une Prime de 16 ans dans l'arène. Après, on la voit dans le tome 3 où elle prend quand même du galon et elle est quand même relativement jeune. Hein. Quand elle devient l'infirmière de Ouais. tout, enfin, qu'elle s'occupe de. Qu'elle est Ouais. infirmière Ouais, de mais guerre et elle tout. sait prendre soin des autres, mais... Ouais, mais elle hésite pas à aller au Est-ce- front quand même. Même si elle sait Ouais. pas se battre. Ouais, mais elle va au front par conviction, quoi. Ouais. Tu vois, mais pour la survie... Ben, Bah dites-nous, aussi. auditeurs, ce que vous en pensez. Oui. Décidément, les grands esprits se rencontrent. Le 8 mai, jour de ses 12 ans, elle se rend à l'hôtel de ville pour prendre des tesserins. Donc j'ai noté 2 choses dans ce paragraphe-là. Déjà, il y a la date d'anniversaire de Katniss, qui est le 8 mai. Et on sait qu'il y a des dates qui sont marquées comme importantes pour Susan Collins. Donc il y a l'anniversaire d'Haymitch qu'on connaît, et qui est donc le même jour que la moisson, et c'est le 4 juillet. Et c'est la fête nationale aux États-Unis. Et celui de Katniss, il tombe pile le jour de la capitulation du régime nazi. Je sais pas si... Je pense quand même que c'est fait exprès. Oui, je pense. Oui, je pense. Hein. Ouais, ça pourrait être un sacré clin d'œil pour le caractère du personnage, quoi, en plus. Mm. Et Mitch Bah, qui est un peu en mode pompe it up, ouh Je me bourre la gueule à longueur de journée. Bah ouais, t'es né le 4 juillet. Puis en plus, comment dire, comme de manière générale, les Hunger Games, c'est quand même une saga qui est anti-fascisme, enfin, qui est assez critique sur ces points-là. Je me dis que il y a quand même peu de chances que ce soit une coïncidence. Un hasard, ouais. Et du coup, la deuxième chose que j'ai notée, c'est que j'ai rien compris au système des Tessera. Vraiment, je croyais que, en fait, quand ils faisaient une demande, ça permettait d'avoir de la nourriture pour une personne donc, qui tombe tous les mois de manière régulière. Mais apparemment, là, dans le texte, il faut renouveler sa demande tous les mois. Donc, ça veut dire rajouter une entrée tous les mois. Non, je pense que c'est juste qu'elle a fait sa demande et tous les mois, elle vient chercher sa portion, enfin sa ration de blé et d'huile. Mais c'est bon, c'est validé, c'est juste pour pas donner pour 1 an directement. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. D'accord. Ouais, j'avais compris ça aussi. J'avais compris qu'ils donnaient, par exemple, une portion donc le mois où ils font la demande. Et que après, si par exemple le mois d'après, bah, ils n'avaient pas de soucis pour manger, bah, ils n'étaient pas obligés d'aller les réclamer. Enfin, je sais pas. Bah, sinon, il y aurait vraiment beaucoup plus de papier dans la Bah, boule. c'est ce que je me disais. Ouais, un par mois, ça faisait fait quand beaucoup. même Hein. Un vachement par de mois, ça papier. fait beaucoup. Ouais, puis je pense que même s'ils arrivent à avoir assez à manger un mois, je pense qu'ils refusent pas de prendre leur ration, comme ça, au moins, ils sont sûrs qu'ils ont quelque chose d'avance, au cas où. Mm. Ouais, c'est Ouais, vrai c'est ça. aussi. Hein.
Dans tous les cas, le système reste quand même cruel, parce que malgré les rations de blé et d'huile, c'est jamais suffisant pour nourrir leur famille, et elle doit continuer à braconner. Petit à petit, elle revend la nourriture en surplus, donc c'est pas quelque chose d'énorme, c'est juste ce dont elles peuvent se passer pour survivre. Grâce à ça, elles peuvent acheter du savon, du lait ou d'autres produits qu'elles peuvent pas trouver dans les bois. Et donc elle revend tout ça à la plaque. Elle y est très vite acceptée, même si ça l'inquiétait d'y aller sans son père. Mais à côté de ça, elle propose aussi du service au porte-à-porte aux plus fortunés du district. Elle se rappelle également qu'un été, alors qu'elle se baignait dans un étang, elle y avait trouvé et récolté des katniss, donc des tubercules semblables à des pommes de terre, dont elle tire son nom et qui sont synonymes de survie selon son père. Et moi j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez de quelle famille fait partie les Katniss? Tu l'avais déjà dit, ça, non? Oui, Les Astéracées. Les Astéracées? c'était exactement la réponse que j'attendais, mais c'est pas ça la Oui, réponse. j'étais sûre que c'était pas ça parce que c'est pas du tout la même plante. Non, ça fait juste partie donc des Alismatacea. Je vais pas y arriver. Le nom est très compliqué. Donc des Alismataceae. Taceae. Voilà. Donc je leur dirai pas deux fois. Mais voilà, c'était juste parce que pour une fois c'était pas une astéracée. Voilà. Moi j'aime bien ce passage où elle parle des Katniss, parce qu'il y a un beau lien qui se fait avec le préquel de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors surtout à la fin du préquel, donc attention au spoil, même si bon c'est peut-être pas trop un spoil, je sais pas. Mais dans ce passage, donc à la fin du préquel, il y a Lucy Gray qui dit à Snow « Il est encore trop tôt pour les Katniss », parce qu'ils essayaient d'empêcher, d'en récolter. Et donc Lucy Gray a cette phrase que j'aime bien interpréter comme il est encore trop tôt pour Katniss Everdeen qui arrivera des décennies plus tard. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de lien qui est fait avec le préquel, même si certaines personnes peuvent penser que c'est du fanservice, moi j'adore, je suis très cliente. Oui, c'est un petit clin d'œil sympa. Je suis d'accord avec toi. Et je trouve que ça ajoute encore plus des raisons à Snow d'avoir peur de Katniss, parce que déjà elle s'appelle Katniss, elle vient du district 12, elle a une ressemblance un peu avec Lucy Gray, vu qu'elles sont de la même famille en quelque sorte, et toutes les deux de la veine. Elle a le symbole du Gémeaux au cœur, et en plus elle chante, donc voilà, tout lui rappelle Lucy Gray dans cette personne. Ouais, c'est clair. Et moi j'aime bien la phrase du père des Katniss qui lui dit tant que tu peux te trouver, tu mourras pas de faim. C'est trop chouette. C'est trop mignon. Est-ce qu'elle en trouve en plus dans l'arène? Je sais plus. Dans l'arène, je me souviens pas. Je crois pas non plus. Je sais plus. C'est peut-être Haymitch qui en trouve dans l'arène ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois qu'il y en a dans le préquel des Mitch, mais dans ce tome-là, je crois pas. Je suis pas sûre. Bon, on le saura sûrement dans un prochain chapitre. Continuez de nous suivre. Une fois rentrée, sa famille et elle ont festoyé donc des Katniss et du poisson qu'elle a trouvé dans l'étang. Et petit à petit, Katniss, donc, elle voit leur situation qui s'améliore. En plus de la nourriture qui est un petit peu plus abondante, sa mère, elle a l'air d'aller de mieux en mieux. Mais Katniss, elle reste quand même assez méfiante. Et Prime, elle a pu pardonner à leur mère, mais Katniss, pas du tout. Le plus tragique étant qu'avec les jeux à venir, elle se dit qu'elles pourront pas réparer ce lien-là entre elles. Katniss revient, et elles ont la possibilité de recréer ce lien-là, mais au final, même à la toute fin du tome 3, quand Prime, elle meurt, le lien, il est jamais réparé, en fait, vu qu'elle part dans le district 4 et... Je me rappelais plus où sa mère, elle partait. Je crois, hein. Il me semble que c'est Annie Cresta qui lui donne des nouvelles.
Moi, je voulais faire un premier point film, parce que déjà, comme disait Arwen, on a été épargné du, du vomi, donc on en est très reconnaissant. Mais en plus de ça, tous ces flashbacks et souvenirs d'antan ne sont pas du tout montrés dans le film. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé avec sa mère. On ne sait pas pourquoi il y a eu une animosité, même si on peut le deviner un peu, mais c'est pas dit explicitement. On le comprend un peu au tout début du film, dans les premières scènes où on voit que Katniss, elle parle pas à sa mère en fait, même quand elle va voir Prime et qu'il y a les nouvelles robes, elle l'ignore complètement, Ouais. elle est très sèche. Donc on a juste ça comme indice sur ce qui s'est passé avant, mais pas plus. Puis après, dans le film, c'est quand... je crois que c'est quand Katniss, elle se fait piquer par les guêpes, qu'elle a un peu des hallucinations, où elle voit la cheminée qui explose et tout. Et là, on peut se douter que c'est avec sa mère, c'est à cause du décès de son père que ça va pas. Je sais plus s'il y a un autre petit bout de scène par rapport à ça. Je sais plus. Je sais plus non plus. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est pas mentionné du tout. C'est un peu, débrouillez-vous. Lisez entre les lignes. De manière générale, je trouve que le premier film, il est vachement comme ça. Le livre aussi, dans une certaine mesure, il y a pas mal de trucs à lire entre les lignes. Toutes ses pensées vont à sa famille et à l'impact qu'a pu avoir son départ sur elle. Est-ce qu'elles ont pu se nourrir ? Est-ce qu'elles ont regardé un récapitulatif des moissons ? Et à quoi ressemble leur retour à la maison après la moisson ? Aussi, est-ce que sa mère tiendra le coup ? Est-ce que Buttercup viendra consoler Prime ? Et Buttercup, qu'elle se félicite de ne pas avoir noyé. Ça y est, Katniss admet enfin qu'elle est contente de ne pas l'avoir noyé. Voilà, parce qu'il va venir réconforter Prime. Victoire. Victoire, mais bon, il va quand même lui en faire voir de toutes les couleurs quand ils seront dans le 13. Ah, mais je suis certaine qu'à la fin de la saga, ils vont devenir meilleurs amis. Non, je me trompe ? Peut-être. Pour savoir, va falloir nous écouter jusqu'au bout. Katniss peine encore à réaliser ce qu'elle a vécu sur toute cette journée et se glisse dans les draps. Elle se laisse l'autorisation de pleurer, mais elle n'y parvient pas avant de s'endormir. Et là, on a un ajout des films. Il montre Katniss en train de regarder une émission télé présentée par César Flickerman avec quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus son nom. Et il montre un extrait d'une victoire d'une édition des Hunger Games précédentes. Et en même temps, ils en discutent et ils parlent de la reine et ça permet d'entendre parler de la reine et surtout du fait qu'elle change chaque année. Et là, ils parlent notamment d'une arène qui était dans des ruines d'une ville. Parce que c'est vrai que dans le film, c'était pas trop dit que ça changeait chaque année, donc c'est à ce moment-là que c'est mis en avant en quelque sorte. Ouais, je trouve que le film, il est vachement bien pensé avec ces petites choses comme ça, rajouter les discussions entre Flickerman et l'autre. Et je sais pas comment ça s'appelle non plus. Je crois que c'est Claudius Temple Smith, Ah, mais je suis voilà. pas sûre. Oui, je crois que c'est ça. Oui, ça doit être ça. J'avais plus son nom, merci. Ouais, du coup, c'est pas mal tout ça. C'est Mais pas il me Seneca semble- Crane ? Seneca Crane. Il y est aussi. c'est Parfois, il est oui, aussi dans les ouais. émissions. C'est lui, notamment au tout début du film. Ouais. Mais là, dans Ouais. l'extrait dont je parle, c'était pas lui. Et il me semble aussi le passage dont tu parles, où on voit les précédentes éditions, c'est un peu... c'est un passage dont on a parlé aussi dans le précédent chapitre, où il n'y avait peut-être pas eu de... ça s'est pas fait au même moment au niveau de la temporalité, j'ai l'impression. Parce que on parle pas d'une arène dans une vieille ville, mais on parle des anciennes arènes avec le froid, le désert, etc. Ouais, c'était dans le chapitre d'avant. Oui, c'est Katniss qui en parle dans la narration quand elle discute avec Gale des possibilités qu'il peut y avoir un arc ou pas dans l'arène. Ouais, un arc ou du bois. Quand elle dit qu'il y a une année, il y a des tribus les tribus mouraient juste parce qu'il faisait trop froid et qu'ils n'avaient pas de bois. Ouais. Et du coup, c'était trop ennuyeux, donc ils le font plus maintenant. Eh bien, merci Claire pour cette première partie. Arwen, je te laisse prendre le relais. Alors on passe au lendemain matin, et Effie vient réveiller Katniss avec son habituel ton enjoué. Katniss se demande ce qui peut bien se passer dans la tête de son accompagnatrice, et nous aussi d'ailleurs. Vous avez des idées ?
Bah ouais, justement, je me pose la question déjà de pourquoi Katniss se pose ces questions. Elle n'émet aucune hypothèse. Ça m'a fait Ouais, c'est rire. vrai. Vraiment, elle se pose la question et puis après, hop, elle passe à autre chose. Donc j'allais vous demander aussi, est-ce que vous avez des idées sur ça? Et moi, j'ai du mal à savoir, j'avoue. Bah, je pense qu'elle est peut-être contente de retourner au Capitole. Ah, c'est Elle est possible. excitée de ramener sa team. J'ai peut-être une potentielle réponse qui est que les deux sont en dissociation. Pas forcément pour les mêmes raisons. Il y en a une qui c'est tellement horrible et du coup elle met de côté tous les sentiments et du coup elle se montre toute joyeuse pour oblitérer le fait que les enfants qu'elle a devant elle ils vont mourir. Et Katniss elle aussi elle dissocie parce que la situation est trop dure. Et du coup je sais pas. Je me dis elles se font peut-être un transfert commun entre les deux. Je sais pas. Je me demandais aussi peut-être que Effie, cette période-là, c'est le moment où elle essaie de faire ses preuves pour être dans un meilleur district les fois suivantes. Et du coup, elle a toute cette excitation un peu. Déjà, j'avais cette impression quand c'était au moment de la moisson. Et j'ai l'impression que c'est toujours ça quand on la voit en fait pendant la préparation et tout. Elle essaie d'impressionner. Et je pense que c'est ça, ses rêves. On dirait qu'elle est limite contente en fait qu'il y ait des enfants qui soient choisis. Genre, oh, les Hunger Games recommencent, je suis trop contente. Comme si c'était l'ouverture de Disneyland, quoi. Ouais. Oui, elle voit ça comme un divertissement. Hein. Ouais, c'est ça. Un vrai divertissement. Alors qu'elle s'habille, Katniss voit sa fameuse broche qui lui fait penser à sa sœur et sa mère qui doivent désormais reprendre le cours de leur vie, comme si rien ne s'était passé. Elle décide de garder la tresse que sa mère lui a fait avant la cérémonie de la moisson, en se disant que de toute façon ils arriveront bientôt au Capitole et que c'est son équipe de stylistes qui s'occupera de ses cheveux. Elle espère juste qu'ils ne vont pas la faire défiler toute nue. Bon, petite pensée pour Johanna ici. Il y a un truc qui m'a vachement marqué justement dans tout ce passage-là, et ça revient un peu aussi dans la suite du chapitre. C'est vraiment comme tout est organisé pour la prostitution des tribus après leur victoire. Le fait de faire parader des enfants nus, je trouve ça hyper choquant en fait. Il y a ça, le fait qu'il faille les rendre séduisants. Il me semble de mémoire que ils vont donc faire en sorte de les épiler et dans la comment ça s'appelle, dans l'arène, les garçons ont même pas leur barbe qui repousse alors qu'ils ont 16 ans et ils vont forcément avoir de la barbe. Enfin, tout est fait pour les rendre désirables. Je crois que même c'est un terme qu'Haymitch il utilise. Et même après la victoire, ils font de la chirurgie esthétique. Je crois qu'ils essayent de refaire la poitrine de Katniss aussi. Ah oui. Et en fait, c'est avec ces petits détails-là, quand tu les lis la première fois, tu te rends pas forcément compte. Mais quand tu te rends compte qu'il y a tout un système derrière qui est organisé pour la prostitution des tribus, c'est extrêmement flippant. Bah puis en plus, en plus de la prostitution, c'est que c'est des enfants, donc pédocriminalité. Ouais. C'est grave quand même. Katniss rejoint les autres pour le petit déjeuner et découvre le chocolat chaud. Alors, autant je ne bois pas de café ni de thé, mais je peux pas imaginer ma vie sans chocolat chaud, moi. Et là, on a une différence entre le livre et le film, parce que dans le livre, quand Katniss arrive, il y a un moment de flottement un peu bizarre où on comprend que Haymitch vient de faire une blague d'Haymitch, quoi, et qui a complètement choqué Effie qui est en train de partir, et Pita qui est juste gênée. Et dans le film, c'est pas du tout ça. Dans le film, Pita, il est en train de demander des conseils pour faire un abri. Il est déjà dans une démarche d'avoir une préparation par Haymitch. Et du coup, il y a ce plan sur Katniss qui a un peu le monologue... Enfin, on devine le monologue interne qu'elle a déjà eu dans le chapitre là. Ce truc de « Ah, il se prépare déjà pour me tuer ». On voit ça dans son regard à ce moment-là. Alors qu'elle en profite pour manger autant qu'elle peut, elle se rappelle d'un jour où sa mère lui a reproché de manger comme si elle avait peur de ne plus manger avant longtemps, et elle lui a répondu que ce serait le cas si elle ne rapportait rien. Ouch, touché. Là, on a encore un aperçu du côté insolent de Katniss qu'on retrouvera un peu tout au long de la saga, et qui fait vraiment partie de sa personnalité, je trouve.
Et Mitch, de son côté, ne touche pas grand-chose des pâtisseries, mais s'en donne à cœur joie sur la liqueur. Vous pensez qu'il en profite parce que c'est un peu à volonté, entre guillemets, et dans les districts, il a un peu plus de mal à s'en procurer? Ou peut-être que c'est la proximité des jeux qui arrive? Bah, clairement un peu des deux. Hein. Mhm. Parce que dans le district, il se fournit au marché noir. Là, à mon avis, c'est vraiment open bar, ce cas de le dire, tout à volonté. Et en plus, ça lui rappelle tous ses traumas. Donc je pense que oui, c'est un peu des deux. Et en plus, moi, ce que je me suis dit, c'est quand même, comment se fait-il que Amish ne soit déjà pas mort d'une cirrhose? Avec tout ce qu'il consomme. Je sais pas au bout de combien de temps tu meurs de la cirrhose, mais je lui souhaite pas quand même. Je crois à la fin du dernier préquel, ils disent que justement il est pas en bonne santé du tout parce qu'il continue de boire. Ah, le pauvre, il se remet jamais de ses traumas. Bah ouais, mais en même temps ça se comprend. C'est tellement Ouais. horrible que... Après, c'est ce que Katniss dit aussi à la fin du 3e tome. Hein. Elle dit même des années après, elle s'en remet jamais vraiment, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, Katniss n'apprécie pas du tout son comportement et se dit que c'est de sa faute si les tribus du district 12 ont toujours très peu de sponsors. Moi, je me demande, est-ce qu'elle a tort? Pas sûr. Je sais pas, j'ai l'impression que au-delà du fait qu'il boive, c'est pas exactement pour cette raison-là qu'il il fait pas bien son rôle de mentor. Genre, j'ai l'impression que c'est vraiment parce qu'ils veulent... Enfin, que Haymitch ne veut pas que les enfants du district 12 gagnent, en fait. Parce que j'ai l'impression que pour lui, gagner, ça a été pire que la mort dans les jeux. Et il a pas envie que d'autres enfants y vivent ça. Et pour moi, c'est ça la raison pour laquelle il fait en sorte qu'ils aient pas de sponsor, pas d'aide. Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Moi non plus, pas du tout. Ouais, moi non plus, Mais mais c'est super intéressant. ouais, ça fait sens. Et je me disais, pendant que t'en parlais, peut-être qu'il y a un côté où il a pas envie qu'il y en ait un qui revienne tout seul, comme lui est parti. Lui, en plus, c'était à 4 et il est revenu tout seul. Bah ouais. Moi, je pensais juste qu'ils disaient que de toute façon, le district 12, en étant Ils ont aucune des chance et enfants c'est trop très dur, quoi. pauvres, ouais, voilà, Mhm. aucune chance. En mode, ça sert à rien que je m'investis et que je m'attache à eux et que potentiellement j'y crois, si c'est pour qu'en fait, ils meurent au bout de 2 jours à l'arène. Ouais, je voyais plus ça comme ça aussi, Je moi. pense qu'il y a un peu de ça aussi. Katniss demande à Haymitch s'il a des conseils à leur donner, mais tout ce qu'il trouve à leur dire, c'est « restez en vie », avant d'éclater de rire. Katniss et Peeta se regardent en se demandant s'il est sérieux, avant que Katniss ne se rappelle qu'elle veut plus être en contact avec lui. Ça m'a vraiment fait penser à ces scènes des enfants qui se sont disputés et 5 minutes après, ils peuvent pas s'empêcher de jouer ensemble ou de rigoler, qu'ils redeviennent copains, quoi. T'es plus mon copain. Tu veux bien jouer avec moi quand même? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il lui a peut-être volé ses cookies? Bah là, plutôt, ce serait Katniss, vu que c'est son père qui... Peeta rappelle alors à leur mentor que c'est pas drôle pour eux, en lui faisant renverser son verre qui s'éclate à terre. Bon, évidemment, c'est pas du goût de Haymitch qui lui porte un coup à la mâchoire avant d'essayer de se resservir. Mais Katniss plante un couteau dans la table à quelques centimètres de ses doigts. Un beau travail d'équipe déjà, je trouve. J'adore cette scène, moi. J'aime beaucoup aussi, et en plus dans le film, il y a Effie qui est toujours là en train de lire sur le canapé, et elle a une phrase magnifique qui est de juste se dire « That is mahogany ». Et donc en français, c'est de l'acajou, ma chère. Donc sa seule préoccupation, c'est attention, c'est de l'acajou, il faut pas abîmer la table. Le mobilier coûte cher. Et puis, on l'imagine trop en plus derrière faire oh avec un air de drama queen là. C'est ça. Complètement. Effie toujours à côté de la plaque. Et Mitch se dit alors qu'ils ont peut-être une chance de survivre et commence à leur proposer de vrais conseils. Il dit d'abord à Peeta de ne pas mettre de la glace sur son bleu pour que le public le voie et se dise qu'il s'est battu avec un autre tribu avant d'entrer dans l'arène et ne s'est pas fait prendre alors que c'est interdit. Moi je me suis demandé là, est-ce que Haymitch il a pour plan de le faire passer pour un rebelle un peu comme lui-même a été proposé? Je sais pas. Sur ta question, j'ai pas de réponse, mais j'avais noté autre chose.
J'avais noté que Mitch, il a l'air de s'intéresser à Peeta et à Katniss que lorsqu'ils font front tous les deux face à lui. Et que c'est un peu triste, en fait, que comme Katniss, il veut pas s'attacher, sachant que, en fait, l'issue, elle va être fatale pour les tribus, comme on disait tout à l'heure. Mais que... Et Mitch, il est très intelligent, il connaît parfaitement les rouages, et il sait déceler le potentiel, et justement, c'est peut-être ça, en fait, qu'il voit dans Peeta avec le bleu, c'est qu'il sait qu'il y a du potentiel, et même avec Katniss qui réagit et qui se laisse pas faire, et il se dit, il y a moyen, effectivement, que pas qu'ils paraissent rebelles à l'écran, mais que ça en soit des vrais, pour le coup. Même pour à moitié répondre à ce que demandait Arwan et rebondir aussi sur ce que dit May, l'alliance, le fait qu'ils fassent alliance tous les deux, ça lui rappelle peut-être ses propres jeux entre l'alliance avec les newcomers, je crois en anglais, les nouveaux en Les français. nouveaux. Il y a ça qui était une alliance pas forcément prévue à l'origine, mais qui a quand même été importante. Le fait que, justement, ils lui disent c'est bien si on croit que tu t'es battu alors que t'avais pas le droit, et du coup, ça veut dire que t'es un peu une canaille. Parce qu'il me semble, je crois que lui aussi s'était battu au moment de la préparation, avant le défilé. Ben, même ce qui m'a fait dire ça, c'est que Mitch, depuis le début, quand il est arrivé, il est présenté, enfin, il se présente un peu comme une canaille, tu vois. C'est son angle dans ses jeux. Et donc, du coup, je trouvais intéressant qu'il voit la même chose que lui chez Peeta, quoi. Mais c'est pas du tout adapté au personnage de Peeta, pour le coup. Je pense qu'il a dû se raviser après en se disant il y a mieux. Changement de stratégie. Ouais, il a acheté son dévolu sur Peeta en pensant peut-être en faisant une projection de lui-même, mais après il s'est rendu compte que c'était plutôt Katniss qui était une projection de lui-même. Complètement. Ceci dit, il y a quand même des points communs beaucoup entre Peeta et Haymitch. Le fait qu'ils soient très amoureux d'une Covey déjà. Je trouve qu'ils ont tous les deux ce côté un peu sensible. Ouais. J'avais noté un autre truc qui fait peut-être que Haymitch, il entre dans son rôle de mentor à ce moment-là, c'est que Katniss, elle utilise la même arme. Elle lui fait une démonstration avec la même arme que lui. C'était un peu son arme de prédilection, le lancer de couteau aussi. Je sais pas. Et Mitch demande ensuite à Katniss de prouver son talent en jeté de couteau. Et elle flexe un peu en jetant le couteau pile entre deux panneaux, avant de faire sa fausse modeste quand même. Et Mitch les observe sous toutes les coutures avant de se dire qu'ils ont des chances d'attirer des sponsors parce qu'ils sont plutôt en bonne forme physique et une fois rendus présentables par les stylistes, ils devraient avoir du succès. On comprend donc que les tribus sont objectivées, voire sexualisées, et là ça m'a fait penser à Finnick. Et Mitch leur propose un deal, il ne l'empêche pas de boire et il promet de rester assez sobre pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour les aider. J'aime bien le assez sobre. C'est pas totalement non plus, faut pas déconner. Ah, quand même. Katniss commence à parler de la stratégie à adopter pour la corne d'abondance, mais Mitch la coupe et leur dit en gros, ils verront ça plus tard, parce qu'ils vont arriver au Capitole et la première chose qu'ils doivent faire, c'est obéir à leur styliste sans broncher. Sur ce, il s'en va, sans oublier sa flasque d'alcool, bien sûr. Je trouve que il y a un peu... Enfin, heureusement qu'il y a le préquel des Mitch pour se rendre compte du personnage, parce que quand on lit ça en première lecture, il donne vraiment l'impression d'en avoir rien à faire. Et dire, allez, je préfère aller boire tout seul dans ma chambre que de m'occuper des gamins qui clairement sont demandeurs de conseils pour s'en sortir. Alors que maintenant, je me demande si, à ce moment-là, il n'est pas déjà en train de se dire... Je vais aller réfléchir je vais réfléchir tout seul. Et grâce à ce qu'il vient de voir avec le lancer de couteau, le fait qu'il se laisse pas faire et tout, et se dire, il y a quelque chose à faire, je vais aller réfléchir, on va adopter la meilleure stratégie pour qu'il reste en vie. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Après, même sans aller jusqu'à son préquel, je trouve que dans les tomes suivants et par la suite, on se rend compte que c'est pas juste de l'indifférence et qui tient aux deux.
Oui, en fait, On le voit déjà. même sans avoir les détails de son édition à lui, on peut très bien imaginer le trauma que ça a pu être rien que d'être mentor tant de fois où il l'a été et d'avoir juste vu des gamins partir et jamais revenir. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'en plus, en tant que mentor, il est obligé de regarder les jeux enfin, est-ce que c'est obligé pour lui aussi? Bah, je pense, je pense, ouais. Vu qu'il doit suivre quand même un minimum pour les conseiller. J'imagine qu'il faisait pas rien non plus. Et chercher des sponsors, je sais pas. Il passe alors dans un tunnel. Katniss nous explique que c'est l'un des seuls accès au Capitole car il est séparé des districts de l'Est par des montagnes, ce qui leur a donné un avantage stratégique pendant la guerre contre les rebelles. Est-ce qu'on sait si c'est une montagne réelle aux États-Unis? Oui. Alors attention, pavé énorme, j'ai fait des recherches géographiques Ah, trop bien. de Panem Génial. avec en parallèle avec les États-Unis. Et du coup, j'ai 2 pages recto verso. Donc j'ai cherché plusieurs cartes de Panem et il y en a, enfin elles sont toutes différentes. Il y a toujours quelques districts qui ne sont pas placés au même endroit ou le territoire il n'est pas tout à fait pareil. Donc je pense qu'il n'y a pas de carte officielle et canon de la saga et que c'est vraiment juste probablement des fan cartes. Je crois qu'il y en a une qui est canon, qui était dans un des jeux officiels des Hunger Games. En tout cas, moi je m'étais servi de celle-là pour les placer le chapitre précédent. Ah ok, bah je n'ai pas fait... peut-être pas assez cherché quand même. Il y a une carte aussi qu'on voit dans le préquel de La balade et de l'oiseau chanteur, dans le film, quand il présente la météo. Ah oui, bah ça je sais pas tomber dessus je crois. Mais j'ai vu un commentaire intéressant sur Reddit qui disait que c'était logique de la part du Capitole de ne pas fournir de cartes précises parce que ça permet de garder secret en fait le territoire. Et du coup, les habitants, ils restent dans l'ignorance et ils ne peuvent pas se rebeller. Ah. Ça serait vachement malin. Et du coup, pour répondre à ta question, pour ce qui est de la... je vais dire de la démographie, mais non, mais du relief... La montagne. Ouais, c'est quand même relativement les mêmes que... Enfin, ça se superpose plutôt bien entre les États-Unis et Panem. Le Capitole, il se situe bien à l'ouest des États-Unis. Il est coincé entre les Rocheuses à l'est du Capitole et la chaîne côtière du Pacifique, donc celle qui fait vraiment le bord de la côte ouest des États-Unis, et la Sierra Nevada, du coup, à l'ouest. Quand tu regardes un peu en comparaison avec les pays, enfin les États, le Capitole, il serait un peu soit sur l'Idaho, au bord de la rivière Snake, et Snake, ça veut dire serpent, donc je me suis dit, malin, ça fait référence à Snow en plus. Ah, génial. Sauf que bon, le Capitole, enfin, j'imagine que Snow n'a pas changé la capitale de place, donc Non. c'est dommage parce que le Capitole était déjà là avant Snow, mais je trouve que la ref est quand même assez rigolote. Par contre, là où je trouve que les cartes, elles sont pas très logiques, c'est quand on sait qu'il y a eu la montée des eaux et que du coup, il y a des États qui ont disparu et tout. Et sur certaines cartes, ils nous montrent le côté ouest qui disparaît en partie, où justement, c'est comme si le Capitole était presque une ville côtière. Il y aurait juste un tout petit peu la montagne qui gêne, mais ça veut dire quand même que l'eau Il n'y a plus de Los Angeles? Oui, voilà, c'est ça. Mais sur certaines cartes, ça s'arrête après. Donc, ça s'arrête dans la montagne. Alors que de l'autre côté des États-Unis, du côté est, c'est plus plat, c'est moins haut. Et c'est toujours là. Alors, la mer, elle a augmenté de niveau, mais pas pas pareil à tous les niveaux, quoi. Ça serait plus logique qu'il y ait presque plus de territoire du côté est, qui est légèrement plus plat, jusqu'aux montagnes qui bordent le 12. C'est quoi déjà? Les Appalaches. Oui. Que de l'autre côté où c'est bien plus élevé, j'ai l'impression. Genre, j'ai vu, je crois qu'il y a un mont, ça va jusqu'à 4000 mètres d'altitude, donc tu te dis, avant d'arriver à 4000 mètres, il y a du monde qui est sous l'eau. Hein. Ah oui, voilà. Ah non, je raconte des conneries, des bêtises. C'est 6000 mètres d'altitude. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses dans l'eau. Hein. Mais du coup, comme c'est probablement pas une carte officielle, ça serait logique que ça soit pas tout à fait bon. Petite erreur. Ouais. Mais sinon, ouais, les montagnes existent bien. J'ai noté quoi d'autre? Ah oui, j'ai trouvé une carte
On parlait dans le premier épisode, je crois, de la taille des districts qui nous paraissaient quand même vachement gros comparé aux villes, où, par exemple le 12, où c'est tout petit. Et du coup, je suis tombée sur une carte qui réduit drastiquement la taille des districts, qui serait un peu plus logique par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on lit du district 12, par exemple, et en laissant beaucoup plus de place à des zones de vide, en fait, de no man's land. Et je l'ai trouvée vachement intéressante. Je crois que je l'avais enregistrée, je vous la partagerai. Ça pourrait être assez logique qu'il y ait plein d'espaces comme ça, pas utilisés oui. par les districts, parce que le Capitole peut s'en servir notamment pour faire des arènes, entre autres. Ouais. Ah bah oui. Et puis on voit beaucoup de cartes où les districts ils sont séparés par une frontière comme un État, mais comme généralement on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule ville dans le district, ou peut-être plusieurs villages environnants, mais pour ce qui est du 12 en tout cas, c'est vraiment il y a une ville. Et puis les districts entre eux sont pas trop censés communiquer. Bah oui. Donc oui, ça paraît plus logique comme ça, effectivement. Et ça serait super intéressant d'avoir aussi une carte. On a plein d'univers fantasy où les auteurs ils font des cartes et tout dans les livres, et là c'est vrai qu'on n'a pas de cartes, ça aurait été super cool. C'est vrai que ça manque un peu. Surtout que c'est basé dans un monde réel, donc ça aurait été intéressant de pouvoir faire la comparaison. Pour le coup. Ce que je peux faire, c'est vous retrouver la carte qui avait été... les cartes officielles que j'avais trouvées. Et même les poster après en story pour les personnes qui seraient curieuses de les voir au moment où le podcast sortira. Ouais, pareil pour celles que j'ai trouvées, que je trouvais plutôt intéressantes. Et pour rebondir sur ce que tu disais avec les No Man's Land entre les districts, il me semble qu'on a un peu de ça, je crois que c'est dans le tome 2, quand il y a Bonnie et Twill qui font la route depuis... je crois que c'est le district 7. J'aurais dit 8. Et elles ont dû vachement marcher entre les deux districts et tout. Donc en vrai, je pense que c'est une très bonne théorie. Parce qu'on le voit bien en plus que le grillage, il est vraiment autour de la ville et qu'il n'y a pas d'énorme espace boisé qui appartient au 12. Voilà, c'était mon aparté géographique. Merci. Eh bien, merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Bon, revenons à notre histoire. Et dans le tunnel, Katniss, elle commence à se sentir un peu claustrophobe parce que ça lui rappelle la mine et l'accident de son père, malheureusement. Heureusement, tout va bien, ils arrivent en gare et Peeta et Katniss sont impressionnés par la grandeur de la ville, des bâtiments, etc. Et moi, je me suis un peu imaginé l'effet que doit faire New York. Ça me rappelle un autre truc. Ça me rappelle un autre truc, là. Ça me rappelle... je sais pas si vous avez vu le film Zootopie. Ah oui. Ah ouais. Ça me fait penser à Judy quand elle arrive à Zootopie, qu'elle est genre waouh. C'est tellement ça. Sauf qu'elle, elle est contente d'y aller, mais alors pas Katniss et Peeta. Et puis, c'est pas le même genre de ville aussi. Ouais, c'est clair. Parce que Zootopie, c'est un peu la zone utopique, pour le coup. Panem, bon... bof, quoi. Le Capitole, elle n'a pas trop envie d'y mettre les pieds, surtout du point de vue des gens du district. Des tribus, bah ouais, carrément. Ouais. Alors, les passants les montrent du doigt, tout excités, ce qui dégoûte Katniss, qui se dit qu'ils attendent avec impatience de les voir mourir. Chouettes gens. Peeta, lui, les salue et leur fait des sourires, ce qui étonne Katniss. Il lui explique alors que ce sont possiblement des sponsors, donc il veut faire bonne impression tout de suite. Et dans le film, à ce moment-là, il y a encore Haymitch qui est présent et il discute avec Katniss pendant que Peeta salue la foule. Et Haymitch, c'est à ce moment-là qu'il dit à Katniss que le plus important, c'est savoir se faire apprécier du public. Donc on a encore une fois un personnage qui explicite les pensées de Katniss pour l'image. Je trouvais ça marrant que ce soit vraiment en même temps que Peeta salue la foule, on a vraiment ce moment où Haymitch explique ça à Katniss et avec la démonstration de Peeta. Et Peeta, il a déjà compris, quoi. Ouais, Peeta a déjà compris. Et je crois que ça va même au-delà de ça, c'est qu'Haymitch, il lui dit regarde, Peeta, il sait déjà y faire. Et alors que toi, il y a du boulot. Ouais, je sais plus si c'est là qu'il lui fait la réflexion du... Il lui rend son couteau en mode, continue à t'entraîner avec ça parce que lui, il a bien compris le truc de se faire apprécier. C'est horrible. Alors, elle a déjà pas confiance, mais lui, il l'enfonce.
Et bien justement, Katniss la parano se réveille. Comme par hasard. -1 pour Katniss. Et elle se dit que tout ce que Pita a fait jusqu'ici, c'est une stratégie et qu'il se bat déjà pour survivre. Ce qui voudrait donc dire qu'il cherche déjà à la tuer. Mais encore une fois, hein, c'est tellement frustrant ces moments où elle doute des intentions de Pita. Bon, même si on peut comprendre, hein, mais bon. Ouais, moi j'ai noté que elle peut pas se permettre de le juger et de faire la choquer de vouloir survivre alors que... Enfin, c'est comme ça. Elle s'y attendait à enfin, elle s'attendait à quoi? Qu'il s'effondre et se laisse mourir? Donc en mode, allez, c'est bon, je me laisse mourir, c'est toi qui vas gagner, je ferai rien. Mais même s'il lui disait ça, elle le croirait pas de toute façon. Oui, même ça. Et ça m'énerve parce que Katniss, c'est la première à essayer de surréagir et d'essayer de manipuler les autres. Et là, elle en veut à Pita d'être manipulateur alors que, en fait, il n'y est même pas du tout. Il a autant le droit de... Puis même s'il était manipulateur et qu'il essayait vraiment de faire en sorte que les gens l'apprécient, il a autant le droit qu'elle de survivre, en fait. Et moi, je dis, on l'a pas dit, mais 1 point pour Pita, parce qu'il a déjà compris tout le système. Voilà. On en est à combien, là, sur cet épisode? À 2, je crois, non? Je crois même un peu plus. Je sais pas s'il est pas à 3-4. Il y a -2 pour Katniss, au moins. Et tout ce dernier paragraphe où Katniss part en drama queen de il se bat d'arrache-pied pour me tuer est résumé en un simple regard dans le film, un peu le même qu'elle a quand elle les surprend au petit déjeuner en train de discuter. Elle regarde Pita saluer la foule et elle a encore ce regard de oh non, il fait tout pour me tuer. Alors que non, il salue juste les autres pour avoir des sponsors pour lui. Il a jamais dit qu'il allait la poignarder dès qu'ils allaient être dans l'arène, en fait. Alors que elle-même, elle a dit je vais devoir le tuer moi-même, peut-être. Alors que lui, il n'y a même pas pensé. Ouais, c'est ça, pour moi, là, justement, il cherche lui à survivre pour pouvoir l'aider, en fait. C'est même pas pour lui, en fait, j'ai l'impression. Puis c'est même pas pour la tuer, elle. Bah oui, c'est justement, c'est pour la protéger, tu vois. C'est pour avoir la possibilité de l'aider à survivre, elle. Parce que même si c'était même pas pour une question d'être en binôme, il fait ça pour avoir des sponsors, pour que lui, il ait des petites choses, des petits cadeaux dans l'arène, même s'il était en solitaire, il allait pas la suivre et la traquer pour la tuer, elle, précisément. J'ai l'impression que dans la tête de Katniss, si, justement. Mais oui, mais c'est ça. Mais, les parano. Est-ce que vous pensez que lui, dès le début, il se dit « je vais la protéger dessus » ou est-ce que c'est un truc qui lui vient petit à petit Je pense que ça vient petit à petit. Non, il sait déjà pour moi. Pour moi, il sait déjà. Ah ouais? Moi, je dirais qu'il sait pas trop... Il sait pas trop comment être avec Katniss, elle est tellement brute de découvrage. Ben non, mais là, en tout cas, il se rend compte très vite parce qu'il fait l'alliance quasiment tout de suite avec les carrières. Pour moi, dans l'arène, oui. Et même avant, il fait tout le truc de... Ouais. Au niveau des interviews, où il fait tout le truc de en fait, je suis amoureux d'elle et tout. Oui, c'est là que la stratégie se met en donc place. Ouais. Mais pour moi, du coup, il est réfléchi déjà avant comment il peut faire. Mais est-ce que c'est lui qui a eu l'idée, vous pensez, ou c'est plutôt Haymitch? Je pense que c'est lui. Je pense que Pita a demandé des conseils à Haymitch. Ah ouais, hein. Ouais, pour moi, Pita, dès le début, il a un peu cette idée de se dire, bon, je suis avec l'amour de ma vie dans l'arène, je vais peut-être essayer de faire quelque chose. Et petit à petit, il commence à réfléchir à ça, et c'est avec Haymitch qu'il élabore vraiment le plan. Mais ça m'étonnerait pas que dès le début, il y a cette intention-là, en tout cas. Cette envie. Et cette envie. Ouais, moi j'aurais pas pensé qu'il l'avait dès le début. Je suis d'accord avec Maë ça lui aussi. vient assez rapidement, oui, mais que, par exemple, quand il est tiré au sort, je me dis pas qu'il est en train de se dire, ok, c'est la fille que j'aime, il faut qu'on fasse quelque chose pour aller le plus loin tous les deux. Oui, peut-être pas à ce moment-là, mais... penser que là, il est un peu défaitiste, mais que c'est au moment de s'entraîner que là, peut-être, il se dit, il y a moyen de faire quelque chose. Oui, peut-être pas dès le début, mais en tout cas, oui, très vite, quoi. Pour moi, dès dans le train, au moins dans le train, il y pense déjà. Ouais, déjà dans le train. Je pense aussi. Encore une raison de vouloir le point de vue de Pita. Je dis ça, je dis rien.
Merci beaucoup à vous, Claire et Arwen, pour ce résumé. Merci les filles. Avec plaisir. Passons maintenant à la fameuse rubrique du nommage du chapitre. J'ai hâte d'entendre vos propositions. Qui veut commencer ? Je peux commencer si personne veut se lancer. Vas-y. Attention, les miens sont nuls. Ce sera pas dur de passer après moi. J'ai déjà de la bagarre et le train de la baston. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est marrant. Moi, j'ai... c'est pas terrible non plus, je dois l'avouer. J'ai mis stratégie et sentiment. Oh. Classique. C'est beau. Et toi, Arwen ? Moi, j'en ai deux. Bon, c'est pareil, j'ai pas été hyper inspirée. Le premier, c'est dans le mille. Donc, Dans le mille. Pas mal. Ouais, parce que il y a Katniss qui envoie le couteau précisément là où elle veut, etc. Et puis aussi parce que je trouve quand même dans le chapitre, ils ont tous des observations très justes quoi, sur ce qui les entoure, sur les jeux, etc. Donc voilà. Et sinon, le deuxième, c'est Voyage au centre de la Terre. Oh. Parce que avec le train, tout ça, et puis Panem, c'est un peu le... Enfin, Capitole, c'est un peu le centre de Panem, on a l'impression. Donc, voilà. Et en plus, tu l'as fait exprès ou pas ? Parce que l'acteur qui joue Pita, il a joué dans... Oui. Ah oui. Il y avait en plus la petite ref à l'acteur, génial. Oui. Il a joué dans quoi ? J'ai pas la Voilà. ref, moi. Il a Mais joué je sais dans pas Voyage non au plus. centre de la Terre. Ah, Je sais plus s'il s'appelle vraiment comme ça. Je crois que si, le titre du film, c'est ça. Ouais. Il joue l'un des personnages principaux d'ailleurs. Mhm. Trop forte, Arwen. moi, j'avoue que je suis assez fière de mon renommage. Ah, donc on garde le meilleur pour la fin, ça veut Je dire. suis pas sûre. Mais bon, je l'ai appelé À couteau tiré. Ah, mais trop bien. Ça fait Trop référence joli. à la fois un peu pop culture au film du même nom, Au film. mais c'est aussi une expression à couteau tiré pour dire qu'on est dans une situation de forte hostilité, et il y a littéralement un couteau qui est tiré, donc voilà. je me suis dit, pas mal quand même. Très C'est bien bien trouvé, en trouvé. effet. Un point pour Amandine. Je vous propose qu'on se partage nos personnages et moments marquants du chapitre. Commençons par le personnage, si ça vous va. Qui est-ce qui vous a fait forte impression pendant la lecture ? Je peux commencer. Ouais. Alors moi, je me suis dit, dans ce chapitre-là, il n'y a pas beaucoup de personnages quand même, donc les choix sont limités. Ils sont 4. Voilà. Donc je me suis dit, bon, Pita, mais bon, c'est trop facile. Donc je vais pas choisir Pita. Choisir chaque chapitre. Je fais des efforts quand même, je tiens à le noter. Et donc, j'ai choisi Katniss quand même parce que là, elle dévoile son côté rebelle avec Haymitch où elle se rend compte qu'il est pas là pour l'aider et puis elle va lui faire ouvrir les yeux, elle va lui dire si, tu vas m'aider, que tu veuilles ou pas. Donc, je l'ai trouvée impressionnante dans ce chapitre, pour ça. Claire, tu veux enchaîner ? Je peux. Moi, j'ai choisi donc la mère de Katniss, Astéride. Je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais le fait qu'on en sache un peu plus sur sa maladie et le fait qu'elle ait réussi à s'en sortir et tout ça, je sais pas pourquoi ça m'a vachement touchée. Et du coup, c'est une raison suffisante. C'est ma préférée, ce chapitre. Tout à fait. Maï ? Alors moi, j'ai pas été chercher loin. Est-ce que vraiment j'ai besoin de le citer ? Ah. Moi, j'ai choisi Pita. Est-ce que jusqu'à Parce maintenant, qu'il il y est en a gentil. toujours au moins une de nous qui l'a choisi ? Je crois. Mais non, mais il est trop chou. Hein. Oui. Voilà, C'est c'est tout. Ça sera toujours Pita de toute façon, et puis c'est tout. Mhm. On devrait revoir la catégorie en deuxième personnage préféré. Pita et...
Ou alors ce serait quel est votre personnage marquant préféré et pourquoi est-ce que c'est Pita? Super drôle. Mais moi j'ai choisi Emich parce que, bon, pas pour le début qui est pas très ragoûtant, mais pour le switch qui s'opère au moment où il comprend que Katniss et Pita ont peut-être du potentiel et qu'il se dit ok, je vais peut-être cette fois-ci faire quelque chose. Donc j'aime bien ce switch qui s'opère en lui. Bah du coup, je peux rebondir avec le moment marquant parce que c'est ce moment que j'ai choisi. De Emich, justement. Moi, au niveau du moment marquant, j'ai choisi quand elle part de la forêt, tout ce qu'elle trouve dedans. Je sais pas, je me suis dit, la forêt aurait pu elle-même être un personnage à part entière. Et du coup, voilà. Ouais, intéressant. Et toi, Arwen? Ben, moi j'en ai parlé, c'est le moment de la bagarre avec Pita et Mitch et puis Katniss qui enfonce le clou. J'adore vraiment ce moment. Voilà, la complicité qui s'installe entre les deux. Moi c'est pareil, j'ai noté planter de couteau dans la table pour dire quel moment j'avais choisi. Donc voilà, ça se rejoint. Pour continuer cet épisode en beauté, je laisse la parole à May qui va nous faire le portrait de roulement de tambour. Est-ce que vous voulez deviner? Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans le chapitre? Non, mais il a été cité. Ok. La Par mère de quelqu'un. Katniss? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas cité dans le chapitre, mais que nous, on a cité en tant Oui. que personnage? Ouais, exactement. Et du coup, je trouve ça trop marrant parce que c'était improbable. Seneca Crane peut-être? Non. Est-ce que c'est Claudius Temple Smith? Snow peut-être? Non plus. Ah, Est-ce que c'est... comment il s'appelle? Ah, le présentateur. César. Oui. César. Oui. Ah, bien. On a dit les deux autres et pas lui, évidemment. Oui. Le pauvre. Alors oui, j'ai choisi César Flickerman. Parce que, en fait, c'était difficile de choisir un personnage du chapitre sans dévoiler toute la saga au complet, en fait. Alors, pour commencer, j'ai essayé de faire un petit point étymologie, mais bon, il a un nom bien anglais. Et flicker, en anglais, ça veut dire vaciller, trembloter, pour de la lumière, pour ce qui est du verbe. Et flicker, c'est une lueur ou un vacillement. Et du coup, flicker, c'est aussi un terme un peu d'électricité. Et en fait, ça représente un vacillement de la lumière dû à des variations de tension. Par exemple, l'effet micro-coupure de courant sur une ampoule. Vous voyez que ça fait un peu un espèce de petit flash. Alors, il n'y a peut-être aucune recherche de la part de l'autrice et qu'elle a juste choisi le nom là parce qu'elle aimait bien. Mais du coup, je trouve que si on peut le connecter un peu à la saga, ça reste relativement lié à son métier, vu qu'il est sous le feu des projecteurs. C'est une lumière. C'est vrai, ça passe bien. Et puis en plus, si on fait un peu nos philosophes de comptoir, il vacille entre ses relations qu'il montre amicales envers les tribus et sa loyauté envers le Capitole. C'est digne des profs de français qui nous font dire des trucs que l'auteur a absolument pas pensé. Et donc passons à sa petite biographie. On connaît pas son âge, mais on sait qu'il est le présentateur des Hunger Games depuis plus de 35 ans. Donc il est quand même pas tout jeune. Enfin, ça dépend à quel âge il a commencé, faut dire. Et donc c'est le présentateur vedette. Il est très apprécié des habitants du Capitole car il sait y faire. C'est un charmeur au bagou incontestable, à la répartie parfaite, et il fait le show lors des interviews avec les tribus et vainqueurs. Sous ses airs amical ou amicaux? Un air. Sous ses airs amicaux. Il est là pour faire perdurer le système en place et la propagande du Capitole. Et ça marche. Il est donc, sans surprise, un pur produit du Capitole aux intérêts frivoles, la mode et la chirurgie esthétique. Il porte une grande importance au physique et au paraître, apparaissant toujours très maquillé, aux cheveux, aux paupières et aux lèvres d'une couleur différente à chaque édition des Hunger Games.
Il a un rôle très important dans les jeux, car ses interviews sont le point culminant. C'est grâce à lui que les tribus gagnent des sponsors. S'il a décidé de les faire passer pour les imbéciles, ils n'ont pas de sponsors. Et à la fois, il fait preuve d'une grosse futilité dans sa façon d'être à l'écran. Il est néanmoins le symbole du pouvoir du Capitole, malgré le fait d'être complètement dans la lune, hors du temps, pas dans la réalité du monde, sauf du Capitole. Dans le tome 1, il joue son rôle avec brio lors des 74e Hunger Games, avec des séquences devenues cultes, comme le passage de Katniss avec sa robe, et l'interview de Peeta aussi, en particulier au moment où ils se sentent mutuellement pour savoir qui sent le meilleur après la douche. Donc il arrive à feindre une complicité avec les tribus. Ah oui, et aussi il y a tout le moment où il est profondément touché par la révélation des sentiments de Peeta envers Katniss. Dans le film, on le voit commenter les moments marquants de la journée dans l'arène, tel un commentateur sportif recouvrant les JO. Mais du coup, comme Katniss est dans l'arène, on ne sait pas si ça se passe vraiment comme ça dans le livre. On le retrouve à la fin de l'arène avec une interview de Peeta et Katniss. Il entre volontiers dans leur jeu des amoureux. On aura l'occasion d'en reparler quand on arrivera là, mais on peut se poser la question de savoir si il est sincère vis-à-vis d'eux ou si il a tout de suite compris le petit manège et qu'il rentre dans leur jeu. Réponse à la fin du tome 1. On le retrouve ensuite dans le tome 2 assez rapidement avec la tournée des vainqueurs, dont il couvre l'événement, bien évidemment. On enchaîne avec l'édition de l'expiation et de nouveau, il interviewe avec talent les tribus. Je crois que la seule fois où il perd le contrôle de son pouvoir télévisuel, c'est quand les tribus se donnent les mains pour signifier leur désaccord. Il clôture ainsi vite fait la cérémonie. Faudrait pas que tout le monde voit qu'il se rebelle. On a un peu d'infos sur ce qu'il devient après l'intervention des rebelles pour sauver les tribus. On le revoit cependant plus grave et moins frivole lors des interviews de Peeta adressant ses apparitions à Katniss et aux rebelles. Dans le tome 3 donc. Et ensuite, plus rien. On le retrouve dans Lever de soleil sur la moisson. Avant le tome 1 donc, il est déjà présentateur. Et lors des interviews, il incarne déjà à l'écran cette façade superficielle avec son arrivée spectaculaire. Il descend du plafond sur une lune. Lors de cette soirée de présentation, il fait une rétrospective des 49e précédentes éditions et tease la nouvelle arène. Déjà à cette époque, il est très excité par les jeux, jouant son rôle sans honte. La propagande du Capitole ne faiblit pas. Les jeux sont un grand divertissement. Pour continuer dans cette voie, César fait le show, blaguant avec les tribus. Comme toujours quoi. On ne lui demande pas d'être partial, alors grâce à son aisance à l'oral, il est capable de ridiculiser un tribut de manière polie et drôle. Ce qui n'est pas juste, car il influence les sponsors. Déjà dans le Lever de soleil sur la moisson. Et oui, César Flickerman serait-il un influenceur dans ce monde ? Je vous passe les détails des présentations, mais clairement, il a le destin des tribus entre ses mains. Chaque année. On retrouve Flickerman à la fin des Hunger Games lorsqu'Haymitch, grand gagnant, subit son interview et le récap de ses jeux, et c'est tout. Dans les films, il est joué par Stanley Tucci, incroyable acteur qui a su prendre possession de ce personnage haut en couleur. Donc dans les films, la trilogie, parce que pour l'instant, on ne l'a encore pas vu à l'écran, avec son nouvel acteur. J'y viens. Plusieurs théories voient Flickerman comme un agent double. Il y en a qui pensent que c'est un rebelle. Cependant, rien n'est confirmé par l'autrice. Certains disent que c'est l'excellent jeu de Stanley Tucci qui nous amène à croire Flickerman sincère avec les tribus. Eh oui, on s'est bien fait avoir par l'acteur. Il sera interprété par Kieran Culkin. C'est l'un des enfants qui a joué dans Maman, j'ai raté l'avion. Pas le personnage principal, mais un frère ou un cousin. Dans l'adaptation du préquel. Et on lui souhaite de reprendre le flambeau laissé par Stanley Tucci avec brio. Voilà. Bravo et merci. Bravo, merci. Merci. De rien. C'était très chouette. Ouais, je l'ai fait en mode... il faut pas que j'oublie des choses, donc j'en ai noté partout. Ça avait l'air d'être un vrai labyrinthe. Mais parce que j'ai commencé par rechercher tout ce qui était dans la trilogie, et après, avec mes fameuses recherches avec ChatGPT, qui a jamais voulu me dire dans quel chapitre il apparaissait, c'était parce que sur la page wiki, c'était écrit qu'il apparaissait dans le Lever de soleil sur la moisson. Et je me suis dit, pourquoi ils en parlent pas sur la page wiki ? Mais que fait-il ?
Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où j'ai demandé à ChatGPT de me dire dans quel chapitre de Lever de soleil sur la moisson il apparaissait. Et il m'a gentiment répondu « Non, je peux pas te le dire. » Donc, il a fallu que je fasse tout le livre pour chercher ces petites apparitions. Avant de finir, moi je voulais vous parler de la pièce de théâtre qui a débuté à Londres. Déjà, est-ce que vous en aviez entendu parler, vous, ou pas ? Pas du tout. J'ai vu une photo par hasard, moi. J'ai vu beaucoup la salle qui a l'air magnifique. Et un petit peu le cast aussi. Quelques photos qui, je pense, qui ont été prises officiellement pendant pas les répétitions, mais certaines représentations. Et ça a l'air complètement fou, dans le sens trop bien. Ouais, et en fait, je savais que c'était en production depuis un moment. Et la première a eu lieu cette semaine, le 12 novembre. Enfin, du coup, pas du tout cette semaine au moment où nos auditeurs nous écoutent, mais au moment où on enregistre. Donc le 12 novembre. Bonne année, en fait, hein. Il y a un mois et demi, donc. Et donc ça a lieu au, pardon pour le franglais, Troubadour Canary Wharf Theatre. Voilà. Et c'est une scène qui a été construite spécialement pour accueillir cette pièce de théâtre qui rejoue donc le premier tome de la saga. Et effectivement, c'est très impressionnant. Enfin, en tout cas, ça a l'air, hein, j'y suis pas allée. La scène, en fait, est au milieu. Il y a des spectateurs qui sont placés tout autour, un peu comme dans un stade. Et ça a l'air hyper immersif. Donc, ça doit ouais. être galère pour changer de décor. Ouais, je sais pas trop comment ils s'y prennent, mais ça a l'air d'être une belle production. Et pendant la première, il y avait Willow Shield. Je sais pas si ce nom vous parle, mais c'est l'actrice qui joue Prime dans les films. Ah, trop chaud. Ah ouais. Ouais, Trop elle bien. était présente à la première et elle a notamment rencontré son alter ego qui joue Prime dans la pièce. Et ça m'a fait remarquer à quel point Willow Shields est grande maintenant. Dans ma tête, elle a encore 12 ans, mais non, c'est une grande dame. Oui, c'est vrai. Elle a quel âge aujourd'hui, alors? Oh, bah bien 20... je sais pas, 26, quelque chose comme ça, non? Peut-être pas. Ah ouais. Je vais regarder vite. Mais c'est le problème avec les enfants acteurs, c'est que... On les voit pas grandir parce qu'on regarde sans cesse le même film où ils ont le même âge, mais... Elle a 25 ans. Ouais, voilà. Mm. Ils prennent 10 ans dans la face et pour toi, il a toujours 12 ans. C'est ça. Donc voilà, c'était marrant de voir des photos des deux. Et si jamais des personnes sont intéressées pour aller voir la pièce, donc les tickets sont en vente à l'heure actuelle jusqu'en octobre 2026. Et il faut compter pour les places les moins chères et donc les plus éloignées, 35 livres. Mais la majorité des places sont à 80 livres, ce qui correspond environ à 90 €. Ah ouais, quand même. Et pour le premier rang, il faut compter 195 livres. Donc c'est bien C'est cher. un petit budget. Et alors je sais pas pourquoi, mais à chaque date où j'ai regardé, il y avait 2 places au premier rang qui étaient à 310 livres. Et j'ai pas trop compris pourquoi, qu'est-ce qu'elles avaient de spécial. Parce que c'est peut-être les dernières minutes et en mode ils le vendent super cher. Bah je pense pas parce Pour qu'on la peut, rareté. on peut les choisir maintenant, donc je pense que Ah, c'est un ouais. truc VIP un peu. Ils sont dans une loge, tu sais, un peu comme un opéra peut-être. Ouais, je sais pas, ou alors comme c'est vraiment au premier rang, peut-être qu'il y a un truc particulier qui se fait avec eux, je sais pas. Et je crois que j'avais vu aussi que selon où on était placé dans le public, ça nous mettait dans un district en particulier, genre... parce que je voyais des personnes qui avaient été voir la pièce, qui disaient « Ah, la vue depuis le district 2, par exemple. Oui, c'est exactement Donc, ça. j'ai C'est l'impression qu'ils génial ont fait ça. Ouais, Ah, c'est drôle. ouais, les zones sont C'est trop nommées bien. par les districts et je crois que les places les plus éloignées, je crois que c'était le C'est le district... district 12. Bah, je sais plus si c'était le Ah bah, 11 ou le ouais. 12. Peut-être qu'il y a 2 zones et qu'il y en a un c'est le 11 et l'autre c'est le 12 ou un truc comme ça. Bah, ce qui serait logique, en fait, ils ont reproduit un peu le classement. Oui, bah quoi. ouais. Et si des personnes veulent y aller, elles peuvent aussi réserver pour manger sur place dans le restaurant qui s'appelle Songbird. Alors j'ai plus les prix en tête, mais faut prévoir un petit budget supplémentaire. Forcément.
En tout cas, ça donne bien envie d'y aller. Alors j'allais dire, ça fait une bonne idée de cadeau de Noël, mais du coup, quand ça sera diffusé, ça sera trop tard. Je peux même pas faire mon appel du pied. En mode, offrez-moi ça à Noël, c'est trop tard. Bon, mais pour quelle faille spatio-temporelle. Pour tout futur événement festif à l'approche dans cette année, voilà, si vous voulez faire des cadeaux à vos proches, n'hésitez pas, c'est une superbe idée. Eh bien, ça tombe bien que tu parles de théâtre, parce qu'il y a une autre saga à succès dont je voulais parler, et qui a eu le droit à sa pièce de théâtre. Je parle de Harry Potter. Alors, pourquoi je vous parle de Harry Potter, vous allez me demander. Mais pourquoi tu nous parles de Harry Potter ? Harry Potter. Eh bien, parce que je me suis dit, on a fait nos portraits dans Panem. Ok. May nous a fait répartir des personnages de Hunger Games dans les maisons de Poudlard. Ok. Tu vas nous faire répartir des personnages d'Harry Potter dans Panem. Est-ce qu'on a fait l'inverse ? C'est-à-dire, imaginer des personnages d'Harry Potter dans la saga de Hunger Games. Bon, je vous aide, la réponse est non. Alors, je vous propose d'imaginer d'où viendraient les personnages de Harry Potter dans Panem et quelles seraient leurs réactions et leurs stratégies, etc. dans l'arène. Oh, dur. Alors, pour les auditeurs, sachez que je prends mes co-animatrices au dépourvu parce qu'elles n'étaient pas au courant de ce que j'avais prévu. Et je les ai juste prévenues que j'avais fait une petite surprise pour la fin. On adore. Voilà, je trouvais que ça pouvait être très marrant, le côté fanfiction improvisé. C'est un cadeau de Noël en retard. Exactement. Un cadeau pour la nouvelle année. Alors, on peut peut-être faire le Golden Trio. Qui veut se lancer ? On commence par lequel du Golden Trio ? Voilà. Bon, le personnage principal, peut-être, Harry ? Alors, d'où il viendrait quel serait un peu son background ? Si je peux commencer, pour moi, il serait forcément du district 4. Parce que c'est un district de carrière, mais pas de carrière qui s'entraîne. Donc, genre naturellement bon dans les jeux, tu vois. Après, moi, je me dis, c'est un outcast, donc je le vois bien dans un district du fin fond. Ouais, ça serait peut-être un peu trop simple que le personnage principal soit forcément du 11 ou du 12. Mais c'est juste que Harry, tu vois, il vient d'un monde moldu, d'un monde un peu dur, etc. Donc, je voyais ce lien-là, moi, perso. Il a quand même une famille qui est super riche et il est déjà célèbre. Donc je me dis, ouais, mais il en profite pas. Il en en profite pas aussi, hein. Là... je suis pas sûre. Bah non, les Dursley, ils sont durs avec lui. Ils lui offrent rien. Il dort dans un placard à balai, donc... Mais du coup, en fait, là, pour le coup, ça serait pas dans quel district Harry il est, mais dans quel district les Dursley sont et qu'ils héritent d'Harry, quoi. C'est vrai. Il y aurait presque un transfert de district. Ça pourrait être... Harry vient du district 4, comme tu dis, Claire, mais à la mort de ses parents, il est renvoyé dans le 12 ou dans le 11 avec son oncle et sa tante. Ou sinon, moi, je le verrais bien... un peu faire un contre-pied en étant du district 1 ou 2, mais justement en n'étant pas un carrière et en menant quand même la rébellion et la révolution après. Ouais. Un peu comme, je sais plus comment il s'appelle, c'est Janus dans... Oui. Dans la balade du... Qui vient du 2. Oh, j'arrive jamais à ce nom de titre. Ce titre est trop long. La balade de du serpent et de l'oiseau chanteur. Oui. C'est un peu comme lui, quoi, qui vient du 2 et qui est rapatrié au Capitole et qui est pas à sa place complètement. Ah oui, ça pourrait être complètement ça. Et alors, du coup, il est choisi, il est sélectionné en tribu. C'est quoi sa stratégie dans l'arène ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y va au talent, hein. Il lance des Expelliarmus. Est-ce que même il se prépare ? Je suis pas sûre. Ouais, il se prépare pas, il lance des haches et des couteaux et des trucs. Il fait pas les entraînements. Et ça passe. Moi, je le verrais bien, genre récupérer un sac en courant. Et dedans, genre, il y a toute la bouffe qu'il lui faut pour tenir jusqu'à la fin. Il prend un sac et dans le sac, il y a le porte-loin. Ça y est, il a fini. Hop. Ah, mais moi, du coup, j'imagine qu'à la place de Haymitch, il a Dumbledore en mentor.
Bah, en fait, c'est exactement ça. Un Dumbledore bourré. Encore mieux. Dumbledore qui lui donne pas toutes les infos non plus. Ok. Hermione? Pas simple. Hein. Je sais pas, je la vois bien dans le district de la technologie, peut-être. Genre, elle est... Enfin, c'est un peu le cliché de Beatty avec ses lunettes qui est hyper intelligent, mais comme Hermione, elle est méga intelligente. Ouais, je pensais à Je ça me dis aussi. peut-être dans celui-là. Je sais plus c'est quel numéro. 3. Après, ce qui l'intéresse, Hermione, c'est pas forcément la technologie ou construire des Ouais. trucs, etc. C'est plus la politique, l'humanitaire. C'est plus ce genre-là qui l'intéresse. Alors peut-être qu'elle serait au Capitole, du coup. Peut-être qu'elle irait faire... Enfin, si elle était plus âgée, Ouais. tu vois. Je la verrais bien dans le district du bois pour avoir du papier pour pouvoir. C'est parce que je suis influencée par ce que vous nous aviez dit à l'épisode 0. En fait, Hermione, c'est Amandine. C'est ça. Elle va écrire des histoires rebelles avec moi. Ouais, c'est vrai que ça se tient. Ça se tient aussi. Oh, je suis sûre qu'elle serait grave partante. Et alors, sa stratégie dans l'arène? Je pense qu'elle potasserait à fond. Ah bah, elle étudie tout. Elle étudie toutes les arènes possibles, les climats, les trucs, tout. Elle connaît toutes les plantes par cœur. Elle revoit toutes les anciennes éditions. Ah ouais, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'elle passerait pas le bain de sang. Ouais. Désolée. Hein. C'est tragique, Bah, messieurs. Non, mais j'ai... Ouais, Pas en ouais. termes je suis de d'accord. bagarre au corps à corps, oui, c'est clair, mais je pense qu'elle serait un peu comme la renarde. En mode un peu, pas sournoise, mais genre, c'est bon, j'ai tout étudié, je sais exactement ce que je peux faire et peut pas faire dans l'arène. Bon, la renarde, Mm. spoiler alerte, elle a pas étudié toutes les plantes. Oui. elle a surtout écouté Pita. Ok, on peut peut-être passer à Ron. Bah, son père travaille au ministère, donc ça serait un peu l'équivalent... Le Capitole. quel district déjà, ouais, soit le Capitole, soit... Le 2. Ouais. Moi, je le verrais bien dans le district du grain, mais je sais plus le numéro. Je sais pas si c'est genre Le 9 10, ou je crois. 10. Le 10, c'est l'élevage. Ah, donc ça doit être le 9 alors pour le blé, tout ça. Ouais, 9, production céréalière. Ouais, c'est compliqué, hein. Je sais pas de tête, j'ai toujours mon post-it du tout premier épisode qui est sur mon bureau. Parce que sinon, c'était hyper impressionnant quand même. Ah, j'aurais pas dû le dire alors. On comprend le montage. Ouais, c'est pas facile pour Ron. Ouais. Mm. Après, sa famille est un peu... est pas très riche, quoi. Donc c'est pareil, je pense qu'il viendrait d'un district plus lointain, forcément. Ouais, il vient de la veine, hein. Ouais. En version rouquin, ouais. Mhm. Mais ce qui est quand même fou quand on y réfléchit, son père travaille au ministère, c'est un peu the truc dans un pays, c'est tu travailles au ministère, t'es quand même normalement bien placé, et lui, il est pauvre. Mhm. Ouais, mais c'est parce qu'il a pas une bonne place au ministère. Ouais. Il est Ah, mais dans quand même, dans un département un peu... Mm. on peut laisser de côté. Quoi qu'il pourrait être C'est dans ça. un truc genre le district des transports, parce que son père, il aime bien les trucs de moldu, la technologie moldu. Ah oui, c'est vrai. Je vois tout le temps, à chaque fois que je prends le métro, je vois la tête d'Arthur qui découvre la porte qui s'ouvre quand tu passes ton ticket. Avec son petit père hébété. Oh, Ouais, j'adore. Et à chaque fois que je prends le métro, j'y pense. Du coup, les transports, c'est le district 6. Et le district 5, c'est l'énergie. Et peut-être que ça peut correspondre Ah, avec aussi. l'électricité. Ouais, l'éclecticité. Il me semble que la renarde, elle vient du district de l'électricité, justement, des Ouais. énergies. Ouais, le 5. Et j'ai l'impression que... Il n'y a pas un district où ils sont tous roux? Genre, c'est pas le 4? Pardon, hein, mais... Ah bon? la discrimination, wesh. Cresta, Phoenix... Alors, toi, t'es roux, Max, tu vas un petit là-bas. Mais c'est vrai que c'est dur hein, pour Ron. En fait, dans sa famille, il y en a tellement qui ont réussi dans différents domaines
que ça voudrait dire qu'en fait, ils passent tous d'un district à l'autre. Mm. Ça peut coller avec la fin de la saga où ils sont tous dispersés aussi. Hein. Ouais, c'est pas faux. Oui, du coup, sa stratégie dans l'arène à lui, qu'est-ce que ce serait? Bon, il suit Harry. Il suit Harry, il embarque Hermione au passage, parce que voilà, et puis oui, ça y est, on a le trio. Ouais, donc tu penses qu'il se fait un allié et qu'il suit, quoi. Ouais, je pense. Je l'imagine comme celui qui essaie d'être avec les carrières, mais il est posté pauvre pour bichon. surveiller la nourriture Ah oui. et en fait il est un peu Il se sacrifié. fait zigouiller, Oh non. ouais. Mm. Mais je crois que c'est un tribu du 3, justement. Ouais, je crois aussi. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, Harry et Hermione, vous pensez qu'ils se font des alliés? Hermione, non. Ouais, et Harry, Je c'est pense- vrai qu'il est pas très avenant non plus. Ouais. Je pense qu'Harry ferait bande à part, genre non, je peux pas les embarquer avec moi là-dedans. Ouais. C'est ça, pendant tous les livres d'Harry Potter. C'est ce que je pensais aussi, un peu un côté si je sais que je dois les tuer après, je préfère éviter de m'allier. Ouais, parce que dire je peux pas les embarquer là-dedans, mais en fait, ils sont déjà dans l'arène. Donc, dans tous les cas, ils sont dans le même merdier. Le gars, il croit vraiment que c'est lui le personnage principal et je peux pas les embarquer là-dedans. Oui, mais en fait, ils y sont déjà. Non, mais non, je ne peux pas. Non, ce n'est pas vrai, ils sont à l'extérieur de l'arène. Oh, comment on fait passer Harry pour un imbut de sa personne, là. Oui. Pour revenir à Ron, moi je pense qu'il passerait pas le bain de sang non plus. Moi, j'en ai Bah, personne passe le bain à de moins sang. qu'il s'allie avec Vraiment. les carrières. Ouais. À moins qu'il arrive à s'allier avec les carrières. Bah, je pense pas parce que les carrières c'est un peu Drago Malfoy, tu vois. Ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je suis pas sûre. Je me dis, enfin, je sais pas, il est mimi Ron un petit peu et je sais pas. Bah oui, il est mimi, mais du coup, effectivement, il survit pas, quoi. Bah, voilà, c'est un peu tout le problème des gens mimi, quoi. Bah voilà, j'espère que ce petit jeu vous aura plu, en tout cas. Ah ouais, c'était c'était trop cool. C'était trop Merci. bien. C'était vraiment une très bonne idée, en plus. Ouais. Merci à toi d'avoir préparé ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait chaud au cœur de voir vos retours. Comme on enregistre les épisodes en avance, vous l'aurez compris, on ne peut pas répondre à vos messages les plus récents, mais ça viendra. On salue notamment Brindy, qui est team ni Pita ni Gale, Coralie, qui a adoré notre tout premier épisode, Laurette, qui nous a laissé un très gentil premier commentaire sur Spotify, et toutes les personnes qui nous ont envoyé leur soutien par message Instagram. À l'heure où on enregistre, l'épisode sur le premier chapitre vient tout juste de sortir. Puce a donc passé, je cite, une fabuleuse matinée avec nous pendant sa session broderie. Oh, trop cool. Trop mignon. Il est maintenant temps de se quitter. Merci les filles pour cet épisode. Merci à toi. Merci. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout encore une fois. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le faire savoir en laissant un avis ou un commentaire directement sur la plateforme où vous nous écoutez. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucune sortie. Et si durant l'épisode vous vous êtes surpris à nous crier dessus parce qu'on a dit une ânerie, ou si tout simplement vous avez une remarque à nous faire parvenir, vous pouvez le faire en nous envoyant une missive interdistrict, soit par mail lavoixdesgemeauxcoeurs@gmail.com, soit par message privé sur Instagram. Vous trouverez les liens en description de l'épisode. On se fera bien sûr un plaisir de vous lire. Et en parlant d'Instagram, si vous nous suivez là-bas, vous aurez droit aux magnifiques illustrations faites par Claire et Maë ici présentes. Oui. C'est nous. À dans 2 semaines pour la suite de l'aventure. On vous manque déjà. Réel ou pas réel? Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. À bientôt.